Je suis Caroline Green. Bienvenue sur le podcast Les états du corps, pour parler du corps dans tous ses états, des sensations, des ressentis, des transformations au cours du temps, des prises de conscience. Cela aurait pu s'appeler aussi les voies du corps, les temps du corps. Si notre culture occidentale a tendance à séparer le corps et l'esprit, voire à les opposer, je crois qu'ils sont fondamentalement intégrés, comme en Asie ou en Orient. Après tout, la tête et le cœur font aussi partie du corps, pourquoi les dissocier ? Alors, partons à la découverte des états du corps, comme un voyage avec des invités aux corps multiples. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Carole Lola Melosi, danseuse classique de formation qui a créé une discipline qui rassemble yoga et danse, le ballerina yoga. Mais Lola est aussi thérapeute et coach de vie. Elle a à cœur de relier le corps et l'esprit, ce qui est une thématique centrale des états du corps. Lola, merci d'être là aujourd'hui. Avec joie. Peux-tu nous raconter, s'il te plaît, ton parcours depuis les origines ? Avec plaisir. Ça a démarré avec un sport-études qui a tout de suite quelque part ancré un début de chemin pour relier le corps et l'esprit. J'étais donc à l'opéra en tant que petit rat, à l'opéra de Marseille, alors dirigé par Roland Petit, le grand Roland Petit à l'époque. Et donc j'ai fait sport-études. Déjà quand on entend sport-études, il y a vraiment le corps et la tête. Et d'ailleurs, très rapidement, je me souviens qu'à l'école, on m'appelait la tête et les jambes. C'était mon surnom, la tête et les jambes. Pas du tout moi qui ai proposé ça. Ce sont les enfants, en fait, les élèves qui m'ont rapidement appelée comme ça, parce que c'est vrai que lorsque j'étais trop en train de danser, eh bien, je n'étais pas assez nourrie et j'avais vraiment besoin d'apprendre, de m'enrichir, de nourrir ma tête. Et lorsque j'étudiais et que je faisais que ça, eh bien, j'avais des fourmis dans les pattes. Donc, très rapidement, en fait, j'ai senti que j'avais vraiment ce besoin d'utiliser les deux. Et du coup, l'opéra en sport-études était juste le chemin parfait pour moi, même si c'est quand même un sacerdoce. C'est quand même un petit peu, on rentre un petit peu au couvent. J'imagine. On n'a pas forcément d'adolescence avant l'âge de 20 ans, mais c'est une école de vie et de rigueur et c'était vraiment parfait pour mes besoins. Alors, tu viens d'une famille de danseurs ? Oui, j'ai effectivement plusieurs danseurs dans ma famille, dont des danseurs étoiles, Thierry Le Floch et Mitou Mandron, qui étaient d'ailleurs les danseurs étoiles de la compagnie Roland Petit. Donc j'étais vraiment, j'ai baigné dedans dès la tendre enfance. Et bien sûr, c'était mes idoles et je rêvais de devenir danseuse classique. Ouais, tu as eu les modèles très proches de toi. C'est ça. À l'opéra, on en parle beaucoup. Je ne sais pas si tu as quelques anecdotes à nous raconter. Et ensuite, comment tu as continué ? Alors, oui, c'est vrai que c'est, comme je le disais, c'est pas toujours. Ça forge le caractère. Je me rappelle d'une fois où je devais rentrer sur scène et mon costume avait disparu, comme par hasard. Il y a beaucoup de compétitions. Il y a souvent des personnes qui ont le rôle et des remplaçants. Des remplaçantes, et donc forcément les remplaçantes parfois aimeraient bien prendre le rôle, et si on n'a plus de costume, c'est pratique. Donc voilà, ce genre de choses peut arriver. Il y a aussi dictature de la minceur, voire de la maigreur, donc c'est quand même beaucoup de pression, et en même temps c'est vrai que les professeurs qui m'ont formée avaient beaucoup d'humanité et ont été sans doute mes premiers mentors, mes premiers maîtres, et j'ai beaucoup de gratitude pour ces personnes qui si elles m'entendent vraiment, je les remercie de tout cœur. C'est vrai que c'est très très important, le modèle ou la figure du prof de danse, de l'enseignant, que moi j'ai eu aussi petite, alors pas du tout à ce niveau-là, mais qui était quand même vraiment comme une deuxième maman ou une autre figure maternelle de femme, très indépendante, peut-être aussi plus libre, etc. Alors, est-ce que tu as fait de la danse classique jusqu'à 20 ans, jusqu'à 30 ans ? Est-ce que tu en as fait un métier ? Alors, le sport-études, en fait, ça commence à 8 ou 9 ans. On rentre en général à 8 ou 9 ans. Je suis rentrée à 9 ans. Et ça se termine avec le passage du bac. Donc, pour moi, j'avais 17 ans et demi. Donc, on graduate. En fait, on passe le bac en même temps qu'on termine son diplôme de l'opéra. Pour ma part, après, j'ai choisi de partir vivre aux États-Unis. Parce que je souhaitais faire de la comédie musicale. Mon rêve, c'était un peu Broadway. Plus que la danse classique, je trouvais que c'était une formidable formation. Je pense que de toute façon, on le sait, les danseuses, quelles qu'elles soient, que ce soit de la danse contemporaine, du jazz ou autre chose,
vont se former de toute façon en classique pour avoir un travail propre, pour avoir de jolis alignements, pour vraiment avoir le corps préparé à toute autre technique. Mais j'avais vraiment envie d'intégrer le théâtre, le chant, et donc c'est ce que je suis allée apprendre aux États-Unis. J'ai vécu 3 ans. Et ensuite, quand je suis rentrée, j'ai eu cet appel de la tête dont je parlais justement au tout début. Il y a vraiment toujours il y a toujours battle en fait en moi, parce que je suis assez cérébrale et à la fois j'aime m'exprimer avec mon corps. Et vraiment, j'avais envie d'étudier. Donc j'ai repris mes études quand je suis rentrée et j'ai vraiment suivi un parcours en université, puis en école de commerce. Je m'arrêtais plus, j'étais assez boulimique d'étudier, de formation. Et je suis finalement devenue psychothérapeute. Ok. Ayant justement envie aussi de permettre aux personnes, d'abord à moi-même, à travers mon propre chemin de développement personnel, et ensuite en le partageant avec les personnes que j'ai pu accompagner, cette possibilité de s'exprimer aussi au niveau émotionnel, au niveau intellectuel. Finalement, je savais très bien travailler mon corps après l'opéra, prendre soin de mon corps. Je savais être féminine, bien me nourrir, faire en sorte d'être en bonne santé, mince, et tout ce qu'il fallait, extérieur comme intérieur, mais j'étais finalement assez mal dans mes chaussons parce que il n'y avait pas trop de place à l'opéra et encore moins à l'école pour cette dimension en fait émotionnelle ou pour la vie intérieure, tout simplement pour ce qui se passe en chacun de nous. Et je trouvais que j'ai toujours été très sensible à l'expression singulière à travers le mouvement de ce qu'est la personne, de sa vibration. On le voit même en marchant, il n'y a même pas besoin de danser. Chacun marche à sa façon. Chacun s'assoit d'une certaine façon. Chacun se tient debout. Et ça m'a toujours intriguée, ça m'a toujours interpellée, et plus d'essayer de décoder. Et donc, avec la psychothérapie, j'ai commencé à pouvoir avoir des outils. Puis, je suis allée vers le psychocorporel, évidemment. Je suis devenue art-thérapeute, donc danse-thérapeute, par la danse et par l'écriture. C'était assez novateur, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup plus. On parle beaucoup d'énergie, le yoga, c'est aussi vraiment démocratisé. Mais à cette époque, quand même, j'ai l'impression un peu moins. Donc, ça m'intéresse ce que tu dis, il y avait toujours un petit peu une battle. Est-ce que cette battle, elle est aussi en harmonie de temps en temps, ou est-ce que c'est assez quand même yin et yang? Tu vois ce que je veux dire ? C'est une gentille battle. C'est plutôt une alliance, c'est plutôt un maillage. J'avais l'impression de temps de tricoter en fait avec les deux. D'ailleurs, quand je suis devenue danse-thérapeute, art-thérapeute par la danse et l'écriture, j'ai créé au départ des ateliers que j'avais appelés corps et graphie, en 3 mots, et où justement l'idée c'était de mailler le mouvement du corps, mais aussi le mouvement de la pensée, le mouvement du cœur, essayer vraiment d'utiliser cette écriture à la main, mais d'écriture aussi avec le corps, avec les gestes, pour se libérer, pour oser prendre sa place, pour exprimer notre vérité. C'est un sujet qui me tient à cœur, d'exprimer sa vérité. Alors, vous ne le voyez pas, je le dis pour les auditeurs, mais Lola s'exprime beaucoup avec les mains et on voit aussi beaucoup de choses qui transparaissent. Le fait de s'exprimer, c'est par la voix, par le corps, par plein de moyens différents. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, on s'exprime en podcast. C'est pas forcément tout le temps aisé, ou en tout cas facile de trouver les mots justes. Et on peut aussi parler avec les mains, comme tu l'exprimais, aussi grâce à tes origines italiennes. Alors, c'est vrai que le fait d'explorer toutes les dimensions, c'est une thématique importante. Tu disais, tu as une relation relativement, ou en tout cas depuis très longtemps, assez saine à ton corps. Est-ce que le fait d'aller vers la psychothérapie, c'était aussi une façon de te connecter d'une autre manière à ton corps ? Et est-ce que ça, tu arrives à le transmettre, ou en tout cas, c'est un des sujets, par exemple, dans les suivis que tu as avec tes clients, tes patientes ? Alors, pour être tout à fait honnête, au départ, l'envie de me former à la psychothérapie a plutôt été la résultante de mon propre chemin en fait, de thérapie, qui fait que j'ai réalisé qu'on pouvait vraiment renaître à soi-même, être
oui, que ce soit vraiment une renaissance que de faire un chemin profond vers soi-même. Je pense qu'il y a d'ailleurs 2 naissances. Je pense qu'il y a la naissance biologique et je pense qu'il y a la deuxième naissance quand vraiment on découvre qui on est et qu'on s'autorise à s'exprimer. Et là, je me suis dit, mais si ça, c'est possible, alors je veux tendre la main à d'autres personnes. J'ai envie de permettre de crier au monde que c'est jouable et qu'on peut, voilà, on peut être des survivants et vraiment se réinventer. Donc, c'est plutôt parti au départ quand même d'un mal-être qui avait été un petit peu masqué par, masqué en tout cas, modéré par la danse parce que déjà c'est tellement intense qu'on n'a pas trop le temps de se poser de questions et puis c'est vrai que c'est très structurant la danse classique, hein. Je me rappelle de la barre de danse, la barre à l'Opéra de Marseille, vraiment je revois la grande bâtisse de l'Opéra, c'est très 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 beau bâtiment et on arrivait comme ça par l'entrée des artistes et on allait prendre notre cours quotidien et cette barre quand je l'attrapais, eh bien je savais qu'elle allait me soutenir, qu'elle allait me structurer, m'aider, me permettre justement de m'exprimer. Et c'était par rapport à la fragilité dans laquelle je pouvais être par ailleurs quand j'étais enfant, dans mon environnement familial. J'étais fille unique en plus, donc j'avais pas forcément des personnes avec qui je pouvais partager ce que je vivais intérieurement. Eh bien, la danse et notamment cette barre, c'était mon mât. Je comprends. Et donc, ça, bien sûr, c'est resté là et c'est quelque chose aujourd'hui que j'essaie de transmettre, la force que peut nous donner le mouvement et une pratique, une discipline que je retrouve aussi dans le yoga, on en parlera, et d'où l'envie de mailler d'ailleurs danse et yoga. Voilà, ça s'est fait, le tien s'est fait après. Il y a juste eu un moment vraiment comme une urgence, en fait, d'aller chercher en moi et de pas éviter finalement le travail en profondeur parce que c'est un peu comme le travail spirituel. On peut, le travail artistique ou le travail spirituel, pour moi, peuvent être, s'ils ne sont pas accompagnés d'un travail psychologique, peuvent être des formes de fuite. Alors, c'est une meilleure fuite déjà que l'alcool, la drogue ou je ne sais que. C'est déjà pas mal comme compensation. C'est plutôt des compensations saines. C'est mieux que de fumer 2 paquets de cigarettes par jour. Mais ça va pas tout régler. Ça va plutôt nous faire nous évader. Mais c'est pas forcément suffisamment thérapeutique. Il y a d'ailleurs des personnes qui vont s'exprimer de manière très sombre dans l'artistique, justement parce que, oui, c'est une forme d'expression, mais finalement, ils peuvent aussi remuer du négatif et ça ne va pas être transformateur. Si on veut vraiment alchimiser, pour moi, il y a aussi un travail psychologique à faire. Et c'est là que j'ai découvert effectivement le chemin psychothérapeutique et que j'ai eu ensuite envie de me former moi-même. Et après, j'ai réhabilité le corps. Alors c'est vraiment intéressant parce que en réalité, tout à fait, moi je suis convaincue qu'on a tous une énergie, qu'on choisit une manière de l'exprimer. Certains c'est le sport, la musique, l'écriture, mais d'autres parfois ça peut être en effet sur d'autres types de chemins. En dehors de canaliser l'énergie, parce que c'est vrai que le yoga et la danse classique ou d'autres formes de danse, ça donne vraiment cette espèce de cadre de discipline. Parfois un peu comme la toile du peintre, en tout cas on a un terrain de jeu. Mais en effet, j'aime beaucoup cette idée que... Alors moi j'utilise pas tout à fait le même mot pour reformuler un peu cette idée de travail thérapeutique, mais finalement de conscientiser aussi ce qui se passe, en tout cas de savoir prendre du recul et parfois de sortir un petit peu de soi finalement pour se regarder faire. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on en parle beaucoup plus, mais tout au long de ces années, peut-être ces 10 dernières années ou ces 20 dernières années, en tout cas moi n'étant pas directement dans le milieu artistique, j'entendais pas forcément parler de la maïeutique ou des coachs d'artistes. Alors j'ai l'impression qu'aujourd'hui quand même ça se développe. En tout cas, on en parle beaucoup plus. Alors, est-ce que toi, par rapport, il y a eu ton cas, mais tu l'as dit, ça t'a amené aussi à accompagner les autres via la danse et via la création de ta pratique entre guillemets. Est-ce que tu pourrais nous dire si tu rencontres un petit peu des choses assez fréquentes chez les femmes que tu accompagnes, et d'ailleurs peut-être pas que des femmes. Est-ce qu'il y a des thématiques qui reviennent et d'autres qui semblent peut-être moins connues, plus étonnantes ? Bien sûr. C'est vrai qu'effectivement, oui, c'est une pratique quand même qui reste très féminine. Alors je crois que ça fait 7 ans que j'ai développé le ballerina yoga, j'ai eu 2 hommes, je crois, jusqu'à présent. Pourtant, il y a aussi beaucoup de danseurs hommes, donc ce serait tout à fait possible, mais voilà, c'est majoritairement des femmes qui viennent à moi. Souvent, le premier aspect qu'elles viennent chercher à travers cette pratique, c'est déjà de se délester de la charge mentale.
dans des vies à 100 à l'heure. Souvent, la tête est surchargée, évidemment. Et donc, s'offrir une pause, s'offrir un moment pour déconnecter, se déconnecter des écrans et du monde extérieur pour se connecter, mais à soi-même. Ça, c'est la première chose. Et lâcher un petit peu, effectivement, oui, cette charge, cette chape de plomb parfois qu'on a sur la tête. Le deuxième aspect, ensuite, c'est se connecter, du coup, en profondeur à son cœur. Et donc, ça passe par se connecter au corps, parce que le cœur, il est dans le corps, pour retrouver le chemin de leur véritable expression. Je crois vraiment que le féminin d'aujourd'hui, et j'espère encore plus de demain, va être de devenir en quelque sorte des guerrières de l'amour. J'aime bien appeler ça comme ça, dans le sens guerrier, au sens samouraï, en sens le guerrier qui se bat pour des causes nobles, de manière pacifique, guerrier pacifique, au service de l'amour, c'est-à-dire vraiment remettre la gentillesse, la bienveillance, les valeurs du féminin, la douceur. Nous incarnons cette protection de la terre, protection de l'enfant, protection des animaux. On peut l'étendre à plein de choses. C'est pas par hasard, je pense, si c'est les femmes qui portent la vie. On a, je crois, dans notre ADN, cette mission de protéger, de chérir, de nourrir, de mettre du cœur. Et c'est vrai que ça a été beaucoup galvaudé, je veux dire, voire bafoué. La gentillesse, ça paraissait même, moi je me rappelle, d'entendre des phrases sur la gentillesse extrêmement négatives, très péjoratives, qui vraiment font voir la gentillesse comme quelque chose qui serait une faiblesse, alors que c'est tout le féminin, je pense, qui est bafoué à travers ça. Donc c'est aussi les reconnecter à leur cœur et les autoriser à être des leaders avec le cœur, parce qu'on a beaucoup opposé. En gros, il y avait les leaders qui étaient des femmes qui se comportaient comme des hommes, et là, qui pouvaient accéder à des rôles de leadership, ou alors les gentilles femmes qui faisaient pas trop de bruit et qui étaient, très généreuses, avec beaucoup de valeurs de cœur, mais à qui sur lesquelles on projetait pas forcément du leadership. Donc j'essaie de réconcilier, et c'est vraiment ça qui revient beaucoup dans les personnes qui viennent à moi. Aussi parce que je le communique, bien sûr. Mais... tout à fait. Alors, je trouve ça vraiment assez puissant, cette intention. Finalement, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde quand même très polarisé. Alors qu'il y a tellement plus de nuances, mais justement au lieu de dissocier, le but c'est d'harmoniser. C'est aussi finalement aussi la signification de yoga, de chercher cette union-là. Mais c'est vrai que, comment on appelle ça, des oxymores, la force de la douceur, ou les guerrières de l'amour, etc. Ce sont de nouveaux modèles. Alors, tu m'as dit que c'était une thématique qui t'était vraiment propre. Est-ce que tu retrouves ça dans Ballerina Yoga, la danse classique plus le yoga ? Oui, dans le sens où la danse classique au départ est très élitiste, très dure. Je parlais tout à l'heure de la formation à l'opéra, très exigeante. Tous les 3 mois, il y avait des examens physiques, techniques. On se faisait virer si on n'était pas aux normes, entre guillemets. Donc, c'est très exigeant, très élitiste. Beaucoup de personnes ne s'autorisaient même pas à démarrer la danse classique en se disant je suis trop ci, trop là, pas assez ci, pas assez ça. Et c'est vrai que c'est pas très bienveillant, pour le coup, comme pratique. Et le yoga, à l'opposé, justement... on a une pratique dans laquelle il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de concurrence, on ne se compare qu'à soi il y a quelque temps pour voir les progrès, mais se comparer aux autres n'a aucun sens. Ce qui est vrai, puisque de toute façon, nous sommes tous tellement uniques et nous venons tellement d'horizons différents que ça n'a ce n'est absolument pas intéressant de se comparer à quelqu'un d'autre, mais voilà, c'est vrai que le yoga apporte cette respiration dans tous les sens du terme, parce qu'il y a cette profonde bienveillance, respect du corps, et aussi cette dimension de spiritualité qui nous connecte à notre profondeur, à notre vie intérieure, là où la danse classique est très superficielle, au départ très narcissique. On travaille avec un miroir, on n'a pas de cours de danse classique sans miroir, c'est un des premiers critères quand on veut louer une salle de danse. Donc, c'est réconcilier, oui, des choses qui, au départ, peuvent être un petit peu
opposés. Et ce que j'essaie de faire, c'est de garder la rigueur de la danse classique, mais pas la rigidité. À la rigueur, parce que c'est très formateur et la discipline est très noble, je trouve. C'est important d'avoir une discipline de vie aussi. Donc ça nous apprend beaucoup de choses. Garder la grâce, l'élégance, le port de tête, la précision, la propreté du travail sont des choses qui sont vraiment... Aller au bout de son mouvement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup appris, par exemple. Aller au bout d'un projet, moi qui suis un petit peu tout feu, tout flamme, qui peut partir dans tous les sens parfois, aller au bout de mon mouvement, finir quelque chose et en tirer les conclusions après, ça me semble extrêmement porteur. Donc, garder ça et amener la profondeur, la bienveillance et la spiritualité du yoga, et émailler les deux. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez magique lorsque je donne des masterclass, souvent, c'est le feedback que j'ai en tout cas. Vous pourrez découvrir un certain nombre de ces feedbacks sur le livre d'or de mon site internet, éventuellement, que je pourrais indiquer à la fin. Mais c'est quelque chose vraiment qui est assez commun à toutes les personnes qui pratiquent. C'est cette magie, cet instant un peu comme si le temps se suspendait son vol, parce que cet alignement, cet effet vibrato, un peu comme lorsque des instruments de musique sont accordés au début d'un concert, au début d'un ballet, et puis tout d'un coup, il y a une harmonie qui se crée, parce que justement, il y a un ensemble d'ingrédients apportés par le meilleur de la danse classique et la pratique millénaire du yoga, 3 fois millénaire du yoga. C'est super intéressant, ça donne envie d'essayer, parce que c'est vrai que moi je pratique beaucoup le yoga récemment et j'ai plus pratiqué la danse classique enfant. Et les deux sont quand même, je trouve, une pratique de le matin, aller se mettre sur son tapis, et ça peut beaucoup cadrer quand on est un petit peu perdu ou paniqué parce qu'il y a trop de choses, etc. Moi j'avoue que ce que j'aime beaucoup, c'est la musique, qui est parfois commun, parce qu'il y a des pratiques de yoga qui se font sans musique, mais il y en a certaines qui se font avec la musique. Et aussi, comme tu le dis, ces moments dansés. Alors, historiquement, moi, je me souviens d'un cours de danse classique avec quand même la barre et l'échauffement au début. Et puis ensuite, la deuxième partie du cours qui est plutôt avec des chorégraphies, des danses, et là où quand même on s'envole, on part sur la musique, etc. Cet élément peut parfois manquer, je trouve, dans le yoga. Donc, je vois bien, en tout cas, j'imagine bien cette complémentarité. C'est vrai qu'il y a cette dimension artistique, même chorégraphique en ballerina yoga, parce que c'est vrai que quand j'ai commencé à me former à la danse-thérapie, il y avait plusieurs approches, il en existe tout plein, et j'arrivais pas vraiment à trouver une technique qui me convenait vraiment. Et l'auteur Neale Donald Walsch, qui est un grand écrivain, sage, quelqu'un qui a fait un grand chemin, l'américain Neale Donald Walsch, qui a écrit Conversation avec Dieu, il dit souvent, si tu ne trouves pas quelque chose, crée-le. Donc comme je ne trouvais pas, je me suis dit, je vais faire comme il dit, parce qu'en fait les techniques de danse-thérapie que je rencontrais, que je découvrais, elles n'étaient pas suffisamment codifiées pour moi. C'était beaucoup de la danse libre, ce qui est génial, parce que ça permet de s'exprimer sans complexe, etc. Mais moi, venant de l'opéra, c'était vraiment trop un grand... Bon, je sais faire le grand écart, mais c'était vraiment trop grand écart. C'était trop loin. Parce que j'avais l'impression un peu qu'on faisait n'importe quoi, et que c'était un peu la foire, la kermesse. Et évidemment, en tout cas au début, maintenant j'ai un regard plus bienveillant sur tout ça, mais je trouvais ça un peu trop... pas assez structuré. Et donc, dans le ballerina yoga, il y a un cours sur la première heure, où on travaille à la fois à la barre de danse et sur tapis au milieu. Mais il y a aussi une deuxième heure d'atelier chorégraphique. Et donc là, il y a vraiment une choré que je crée à chaque fois et que je transmets et que l'on fait ensemble. En général, c'est sur 2 stages pour qu'on ait le temps de se l'approprier et puis avoir plus de plaisir à la deuxième fois, on connaît déjà les mouvements. Et c'est vrai que c'est codifié, c'est structuré, puisque ce sont des mouvements. Je mixe en fait des asanas de yoga, des équilibres de yoga avec des mouvements, des pas de danse. Donc c'est beaucoup plus codifié que la danse libre. Mais c'est une autre approche et c'était plus à la rencontre de mon chemin, en fait. Parce que l'idée, c'était pas de renier, c'était vraiment, encore une fois, comme je le disais, de prendre le meilleur des deux.
Oui, puis d'exprimer vraiment ta vérité et ce qui, toi, te convient. Et puis j'aime cette idée aussi d'une discipline. C'est pour ça que quand je disais guerrière de l'amour, voilà, pour honorer une valeur comme l'amour, ça demande un engagement, ça demande une forme de discipline. Pour moi, ce noble combat pour des valeurs de cœur, ça n'a rien de bisounours, ou c'est pas juste des valeurs qui flottent comme ça dans l'air parce qu'on réalise rien. Quand on a juste, ça reste à l'état de valeur, ce sont des vœux pieux. Et pour moi, ça n'a rien de bisounours, d'autant plus que c'est même un enjeu sociétal. Je pense qu'aujourd'hui, la plus grande famine, c'est la famine d'amour, c'est le manque de liens, c'est quand on voit dans le métro, enfin, c'est terrifiant, on est tous sur nos téléphones. Et moi, la première, parfois, parce que je me laisse emporter par le courant. Et puis, on n'est pas du tout connectés les uns aux autres. Donc, je pense qu'il y a vraiment quand même quelque chose à réhabiliter. Donc, c'est vraiment un enjeu sociétal pour moi. Et donc, cette idée aussi de se discipliner dans la pratique peut représenter aussi une forme d'engagement. C'est pas juste on s'amuse ensemble, c'est aussi on avance et on se structure. Et ça rejoint aussi mon maître Osho. En fait, je me suis formée au yoga tantrique qui a été créé par le grand maître Osho, qui est mort maintenant il y a une 30aine d'années, et qui avait développé yoga méditation tantrique. Et il a écrit un livre qui s'appelle Zorba de Bouddha. Et ce qu'il explique, c'est très 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 dense, donc vraiment de manière très 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 résumée et un peu réductrice, c'est que quelque part l'idée c'est pas de séparer d'un côté il parle par exemple de l'Orient et de l'Occident, séparer les valeurs nobles du cœur et puis le matérialisme, parce que par exemple si on a des belles valeurs mais qu'on ne sait pas les ancrer dans une réalité, construire quelque chose, il n'y a rien qui se passe. Et c'est pour ça que souvent les associations n'ont pas d'argent, beaucoup de choses du cœur ne s'ancrent pas dans une réalité. Et inversement, si on crée des palais mais sans valeur, ça fait des espaces fantômes, des endroits sans âme. On le ressent quand on va dans des beaux endroits luxueux parfois, mais qui n'ont aucune âme. On n'a pas envie d'y retourner. On a payé très cher. On fait éventuellement une story sur Instagram pour la peine, pour amortir la note. Mais en fait, on n'a pas vraiment envie d'y retourner parce qu'il ne s'est rien passé. C'est en maillant les deux que c'est intéressant. Donc, c'est cette idée-là à nouveau. Alors, je trouve ça très juste, ce noble combat, cette considération qui est... encore une fois, peut-être pour sortir de toutes les polarités ou de toutes les choses manichéennes un petit peu sur lesquelles on s'est structuré, ou en tout cas sur lesquelles on a pu échanger, peut-être plus enfant, beaucoup de choses changent. Ce côté, quelque part, d'alignement, cette recherche d'alignement, mais aussi d'ancrer des choses dans la matière, une façon de vivre alignée avec ses valeurs. Alors déjà, tu le fais par ce que tu apportes aux femmes. Et tu disais aussi ce combat pour l'amour, la douceur, la gentillesse. Je sais que tu as beaucoup voyagé, alors tu nous as parlé des États-Unis, j'imagine que c'était New York. Et tout à l'heure, on parlait ensemble aussi de Bali, en tout cas en Asie. Moi, je connais des endroits où il y a des écoles qui s'appellent les écoles de l'empathie, ou en Inde, il y a aussi des écoles de l'amour qui ne sont pas que l'amour filial ou que l'amour conjugal. Ça va un petit peu plus loin que ça. Aujourd'hui, c'est vrai que quand même, par ici en France, on va avoir des écoles de guerre, mais je pense pas qu'on ait beaucoup d'écoles de la relation ou de l'amour. Est-ce que finalement, tes pratiques, aussi nombreuses qu'elles soient, elles s'approchent pas un peu de ça? J'aimerais, en tout cas, j'espère. Oui, ce sont mes clients, mes clientes qui peuvent qui pourraient l'affirmer, mais en tout cas, c'est l'intention, oui. Et en tant que psychothérapeute, je me suis spécialisée en thérapie de couple, aussi parce que j'ai à cœur justement d'aider les personnes qui se sont choisies à s'aimer mieux. Parce que souvent, on ne sait pas trop comment faire. En fait, on a envie, là aussi, mais il y a un chemin, souvent, entre l'envie et puis la réalisation. Donc, aider les personnes à mieux s'aimer, à mieux fonctionner, à mieux s'accepter, à faire de leurs différences des forces. Quelque chose qui me tient à cœur. Et dans les retraites aussi que j'organise des voyages, le développement spirituel sur la Côte d'Azur, à Ibiza, à Goa et à Bali. Et ce sont aussi des endroits que j'ai choisis spécifiquement
parce qu'ils ont, je trouve, un bon mélange de justement ce Zorba de Bouddha, c'est-à-dire à la fois des lieux où il y a un haut niveau de vibration, une jolie, belle spiritualité, et en même temps aussi un potentiel de joie, de fête, de beauté. Je crois que c'est vraiment un enjeu là aussi, à travers cette gentillesse, cette douceur, cette envie de mieux s'aimer, que j'aimerais accompagner le plus possible. Il y a cette idée de réenchanter, finalement. Réenchanter, je crois que c'est peut-être la mission, notamment des femmes, réenchanter le monde. Elle nous a amenés tous à mieux saisir la vie, le cadeau de la vie qu'on a entre nos mains pendant au maximum une centaine d'années, ce qui est poussière à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Et c'est vrai que c'est un cadeau que l'on parfois piétine chaque jour. En tout cas, chaque soir où j'ai pas eu le sentiment de vraiment apprécier ma journée, j'ai un peu l'impression d'avoir piétiné le cadeau. Et puis chaque soir, quand on se couche, c'est une journée de moins dans le sablier de notre vie. Ne l'oublions pas, qu'elle soit courte ou longue. Dans tous les cas, c'est -1 quand on se couche. Donc l'idée, c'est pas d'avoir peur de mourir, mais c'est d'avoir peur de pas vivre suffisamment intensément. Ça, je pense qu'il faudrait le garder en conscience. Alors, c'est très juste, et j'aime beaucoup cette approche de relier, comme tu le disais aussi, la joie, la beauté, et avec quand même une action juste dans le monde que parfois on peut opposer. Justement, par rapport à ça, tu me disais que parfois avoir été étonné dans des lieux où on fait beaucoup la fête, de voir de la tristesse, est-ce que ça, c'est aussi, ça fait partie de tes valeurs, je le sais. Est-ce que ça, c'est pas aussi en train de changer quand même et d'évoluer dans le monde? Sans doute, un petit peu trop lentement à mon goût, mais oui, ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup. Moi, je suis psychothérapeute depuis 20 ans maintenant, pile cette année, parce que j'ai commencé en 2004. Et j'ai vu tellement, oui, de choses se transformer. Je sais que sur plein de choses, un certain nombre d'ateliers que je proposais, je semblais être complètement une illuminée il y a 20 ans, et maintenant c'est monnaie courante, on le trouve, c'est plus nouveau. Mais c'est vrai que oui, cette idée d'associer par exemple la fête et la conscience, ça commence, maintenant il commence à y avoir des soirées différentes, des soirées sans alcool, des soirées spirituelles et festives à la fois. C'est vrai que c'est parti d'expérience, parce que pour me former au yoga, et aussi par mon propre intérêt pour la spiritualité, avant même de vouloir devenir enseignante de yoga, j'allais beaucoup faire des retraites en Asie, dans des ashrams de différents maîtres, et je trouvais ça magique. C'est vrai que c'était très beau, très pur, très inspirant, mais souvent c'était quand même très austère, et voire même tristouné. Et alors, que ce soit spartiate, c'est sûr que selon le pays où on va, c'est tout à fait logique, comme par exemple si on va dans un ashram en Inde, forcément ça va être très simple, parce que souvent c'est très pauvre, et ça va avec, et c'est pas un problème. Mais c'était souvent parfois l'énergie que je voyais chez les pratiquants, une forme d'ascétisme qui me semblait ne pas être simplement une sobriété, parce que je suis pour la sobriété heureuse, pour reprendre notre cher Pierre Rabhi, mais une sobriété qui doit, à mon sens, nous faire rayonner, nous éclairer. Et c'est vrai que parfois je sentais que c'était un petit peu presque un peu taciturne, et j'étais surprise. Et inversement, je suis beaucoup allée dans des lieux festifs, parce que j'adore danser, forcément, donc toutes les formes de danse. Et j'ai été surprise, là aussi, de voir à quel point il y avait une forme de tristesse également dans les abus, en fait, que je constatais. Et comme moi, je suis vraiment une passionnée de la santé du corps depuis toujours, et que c'est plus fort que moi, je ne peux rien faire qui aille contre ma santé. Enfin, j'ai pas du tout de pulsion d'autodestruction, en tout cas pas de cette façon-là. C'était quelque chose qui m'a interpellée. Pourquoi aller faire la fête Pourquoi est-ce que la fête rime parfois avec finalement destruction, autodestruction? Et donc l'idée aussi, c'est de proposer dans mes retraites des moments festifs en conscience. Donc j'ai développé la philosophie de l'hédonisme conscient, donc un maximum de plaisir sans aller jusqu'à
l'excès. De toute façon, il n'y a plus de plaisir quand on est dans l'excès en général. Et un maximum de conscience sans que ça vienne annihiler la possibilité de se faire plaisir. C'est vrai, Lola, que tu rayonnes d'une féminité assumée. Et moi, j'aime beaucoup ce concept d'hédonisme conscient. Est-ce que tu veux développer et dire aussi comment tu peux le développer dans le monde ? C'est déjà peut-être de lister justement ce qui nous fait du bien. Vraiment ce qui fait chaud, ce qui fait bon dans le cœur, qu'on ressent vraiment comme une sensation profonde, quelque chose qui nous nourrit, pas juste quelque chose qu'on aime bien, et s'autoriser vraiment à mettre plus de ça dans sa vie, s'autoriser à aller vers ça, même si c'est pas forcément ce qu'on a eu comme éducation, même si c'est pas forcément si ça pourrait faire jaser, même si voilà, c'est avoir vraiment peut-être plus de liberté. Pour moi, ça passe vraiment beaucoup plus par la liberté. Par exemple, si on adore danser nu, pieds nus chez soi, eh bien, faisons-le. Peut-être tous les jours, ou au moins une fois par semaine. Mettre la musique, se déshabiller et danser. Faire bouger son corps, faire bouger ses cheveux. Aller vraiment lâcher ce qu'on a envie de lâcher. Et en fait, tous ces moments, même ces micro-moments au départ qu'on va pouvoir s'autoriser, des choses qui nous font vraiment du bien, vont nous permettre petit à petit d'aller par extension nous permettre de faire des choix qui nous ressemblent davantage, qui nous rapprochent de nous-mêmes. J'observe que justement par manque d'autorisation d'aller vers son plaisir, et donc encore une fois, c'est vraiment un travail sur la liberté d'être, qu'il y a beaucoup de personnes finalement qui vivent un petit peu à côté d'elles-mêmes. Et vivre à côté de soi, c'est douloureux. Alors j'aime beaucoup cette idée, et comme tu disais, de prendre conscience de ce qui nous fait plaisir. Alors, et bien sûr, il y a le corps, il y a parfois aussi un environnement, des énergies des autres personnes. Récemment, en fait, j'ai fait une retraite. Et il y avait sur la semaine une proposition de routine qui était faite, qui était que tous les matins, avant le petit déjeuner, c'était pas du yoga, il y avait une proposition de méditation. Et il y avait un guide de méditation qui nous disait « Je vous propose de faire un body scan ». En fait, je pense que moi, la danse m'a apporté ça. Mais je pense que si on ne l'a pas appris, tous les matins, de se poser en soi et d'écouter. Est-ce que j'ai mal là ? Est-ce que j'ai bien dormi ? Est-ce que ça vibre ? Est-ce que je me sens stressée ? En fait, juste de prendre ce temps de conscientisation de ce qui se passe, c'était hyper puissant. Et en fait, plein de personnes se sont dit « Mais maintenant, je vais garder le body scan tous les jours dans ma vie ». Et c'était juste un tout petit outil, en fait, pour conscientiser ça. Et je trouvais ça hyper puissant. Et tu vois, je l'ai appris il y a vraiment pas très longtemps. Donc, je pense que ça peut être aussi un outil pour les personnes. Oui, la météo intérieure. Exactement. Bien sûr. Finalement, on passe beaucoup de temps à parler de la météo, du temps, alors surtout en ce moment. C'est vrai qu'on va râler s'il ne fait pas suffisamment chaud, suffisamment soleil. Et je dis souvent, finalement, est-ce que si on a le soleil dans le cœur, est-ce que c'est si important ? Et donc, voilà, peut-être revenir à l'intérieur de soi, moins se préoccuper de ce qui se passe à l'extérieur. Et effectivement, mettre de la conscience et le plaisir en conscience, et garder toujours ce côté un peu, ce petit Jimmy Lee Cricket qui observe, en fait, ce petit observateur à l'intérieur de soi qui peut scanner, en effet, l'état intérieur. Parce qu'au plus on est conscient, au plus on peut changer ce qui ne convient pas, kiffer, j'ai envie de dire, ce qui nous convient, aller au bout, en fait, de l'expérience quand ça nous plaît. Se rendre compte comment on a été conditionné parfois, parce que ce que je trouve très puissant aussi avec cette approche de la danse et du yoga, c'est cette forme de discipline. On dit aussi on est nos habitudes, donc ce qu'on mange, comment on se réveille, comment on dort, et parfois c'est très très dur de changer ses habitudes, beaucoup plus qu'on ne croit. Donc si on a été éduqué, élevé, ou même qu'on a fait la même chose pendant 10 ans, conscientiser petit à petit qu'on voudrait changer ça. On parle bien sûr aussi de ces actions à mettre en place durant 21 jours, parce qu'après 21 jours, on a passé ce seuil. Et ce que je trouve fascinant aussi avec le yoga, c'est finalement cette discipline est tellement aidante, nous facilite tellement la vie par rapport à l'alimentation, par rapport à l'humeur, que c'est un petit peu un repère, comme tu parlais de la barre de danse tout à l'heure. Donc, dans ces techniques, est-ce que toi, ou dans ces habitudes, j'ai envie de dire, est-ce que toi, tu as des choses qui sont vraiment importantes ? Est-ce que tu écris ? Est-ce que tu danses nu ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux nous partager ?
Les deux. J'écris et je danse nue. D'ailleurs, souvent j'écris après avoir dansé nue. Oui, c'est tous ces moments en fait aussi de marche dans la nature, tout simplement de contemplation parfois d'un paysage qui nous plaît. On n'a pas besoin d'aller très loin, même à Paris. Parfois, moi, je m'assois au bord de la Seine et juste j'aime contempler, contempler les gens qui passent, regarder l'eau. En fait, ce sont des choses très simples qui nous permettent de revenir à notre respiration, à l'instant présent et qui nous donnent beaucoup d'inspiration. Parce qu'en fait, l'inspiration, en général, on l'a rarement quand on est laborieux. On l'a rarement en se tenant la tête entre les mains, genre penseur de Rodin, et à être en train d'essayer de produire quelque chose. Ça marche rarement. C'est plutôt quand on est en train de nager, quand on est en train de se balader, quand on est justement dans un espace, quand on crée de l'espace dans notre esprit. Et c'est pour ça que le yoga a beaucoup de succès aussi. C'est que justement, en nous connectant à l'instant présent, quand on est sur ce petit rectangle, en fait, qui est un tapis de yoga, c'est vraiment un tapis magique. Parce que finalement, cet espace de sécurité, cet espace de calme, où on revient à soi, nous permet de créer cet espace. Et alors, beaucoup de gens témoignent que pendant un cours de yoga ou à l'issue d'un cours de yoga, elles ont des inspirations, des idées. Ça amène beaucoup de créativité. C'est vraiment exactement ce sujet d'espace que je trouve très important. Tu parlais du temps, de la respiration. Parfois, on pourrait se dire, en effet, chaque journée est un monde recommencé, de savoir prendre le temps de respirer, aussi de créer du vide pour avoir de l'inspiration. Cette approche de temps précieux ou de temps de créer de l'espace, finalement, c'est aussi un petit peu antinomique de ce qu'on nous a appris. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Ah oui. Vivre en conscience, pour moi, c'est vraiment vivre à contre-courant. D'où cette notion à nouveau de liberté sur laquelle c'est important de cheminer. Parce que si on... Là, alors pour le coup, on dit souvent « go with the flow », mais là, pour le coup, si on suit le courant... ça risque pas forcément de nous amener à exprimer notre singularité et aller vers notre vérité. Oui, c'est effectivement prendre du recul sur ce qui nous a été inculqué. Alors bien sûr, tout dépend aussi du milieu, de la famille dans laquelle on a grandi. On l'a aussi, tout ça est très personnel, mais je pense dans tous les cas, quel que soit notre modèle, notre éducation, de toute façon... nous sommes uniques. Les parents nous donnent un corps, certes, mais ce qu'il y a à l'intérieur, quelque part, c'est la magie de la vie. On sait, il y a des 50 ans d'études qui montrent qu'on n'hérite pas de la personnalité, que c'est vraiment quelque chose d'autre. Khalil Gibran, qui a écrit Le Prophète, dit vos enfants ne sont pas vos enfants, ils ne font que vous traverser. En fait, voilà, on donne, effectivement, il y a deux corps qui s'unissent pour créer un autre corps, mais à l'intérieur, c'est vraiment un petit étranger. D'ailleurs, beaucoup de parents ont du mal à intégrer ça. Je fais pas mal de guidance parentale aussi, et parce que souvent, en plus, ce qui nous ressemble, c'est encore plus difficile, parce qu'on a l'impression que c'est un petit moi. En fait, c'est un étranger, littéralement, que l'on accueille, ce qui est du coup très généreux. C'est très, très généreux de devenir parent, si on a vraiment cette humilité face à cet enfant qui nous est proposé de rencontrer, préserver, et non pas sur lequel on doit rajouter plein de couches de conditionnement qui vont être autant d'années de thérapie après. Exactement. Alors c'est aussi très lié à accueillir la différence, finalement. Et c'est aussi beaucoup une école de tolérance envers soi-même et envers les autres, qui est un très beau message quand même. Moi, j'aime beaucoup aussi dans ce que tu dis par rapport à, j'ai envie de dire, toutes les injonctions qu'on est en train de lever. Donc, ne pas être dans la compétition, ne pas courir, arrêter d'essayer et parfois laisser faire du vide. Il y a aussi cette idée il faut choisir absolument des voies. Même si on peut peut-être pas tout faire, de plus en plus, tu le disais tout à l'heure, je fais 1000 choses, mais c'est génial de faire 1000 choses, d'être switcher. Aujourd'hui, ça rapporte de la richesse. Donc, il faut savoir faire de la place à tout ça. C'est une autorisation à évoluer aussi, en fait, d'avoir la possibilité de faire plusieurs choses. Parce que si on fait un choix de carrière, par exemple, pour la vie, alors ça veut dire que quelque part, on peut pas vraiment évoluer, parce que si on évolue, ça va plus coller. Donc on doit rester. Alors que si on intègre le fait que nous sommes des êtres allants, devenant, des êtres en perpétuel devenir, et bien évidemment, on va pas pouvoir faire plus tard ce qu'on a envie de faire aujourd'hui, a priori, parce que ça prendra au moins
à minima une autre forme, voire ce sera complètement autre chose. C'est pour ça d'ailleurs que j'encourage souvent à pas faire des choix trop déterminants trop tôt. Là aussi, c'est à contre-courant, puisqu'on demande aux élèves très tôt de faire des choix professionnels, de se positionner, de choisir des écoles, d'avoir tel résultat pour pouvoir entrer dans telles écoles, alors qu'ils sont si jeunes. Et pareil pour les choix personnels. En psychologie, l'âge adulte, il est de 28 ans. Donc c'est vrai que notre société, elle nous dit qu'on est majeur à 18 ans, parce qu'elle se base sur le matériel, parce qu'on est une société occidentale matérialiste, donc on se dit on arrête de grandir vers 18 ans, donc on doit être adulte. Mais en réalité, le développement psychique, émotionnel de l'être humain continue jusqu'à 28 ans. Donc les choix personnels avant cet âge-là, voilà, ne fait pas un dessin. C'est complexe et en même temps, moi j'adhère aussi tout à fait à ce que tu dis, que les cycles de la vie nous amènent à des endroits différents. Et ça peut aussi donner quand même de l'espoir. Moi qui suis quand même un peu plus âgée, je pense, de cette notion de renaissance ou de deuxième vie. Ou de troisième, ou de quatrième. Ou de troisième, ou de quatrième, en effet. Surtout avec l'espérance de vie qui progresse. Exactement, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas aujourd'hui avoir la même échelle temporelle qu'auparavant, quand tout le monde mourait à 40 ou 45 ans. Je pense que ça, c'est très important à prendre en compte. Mais cette notion de deuxième vie, qui m'est assez précieuse, ou troisième, en tout cas, c'est ce moment où vraiment tu choisis en conscience. Et très souvent, c'est vrai que plus jeune, on peut se dire, tiens, je suis conditionnée quand même par mon milieu familial ou par les désirs de mes parents, de mes proches. Je vais cocher les cases, je vais faire des enfants, je vais trouver un mari, je vais acheter une maison. Et puis, so what? J'aurais coché toutes les cases. Exactement. et en fait, cette espèce de deuxième fois, en tout cas, ou peut-être troisième pour d'autres, elle se fait plus en conscience et donc plus en liberté. Et pour revenir à cette liberté, toi, aujourd'hui, tu dirais que tu as d'autres appels, il y a d'autres choses que tu as envie d'apprendre? Krishnamurti a dit, qui est un sage indien aussi, apprendre est l'essence de la vie. J'y adhère complètement. Je crois qu'on ne cesse jamais d'apprendre et d'apprendre de tous. On apprend d'un enfant, on apprend d'une personne âgée, c'est, je pense vraiment le chemin de la vie. Donc oui, et je sais pas encore tout ce que je vais avoir envie d'apprendre. L'avenir me le dira. Mais faire de l'espace, ça me semble vraiment important parce que il y a plus rien qui peut rentrer en fait. Il y a un trop plein lorsque on crée pas ce vide. J'ai envie de dire justement un vide plein d'opportunités. Créer ce vide-là. Même le ballerina yoga, d'ailleurs, il m'est arrivé il m'est vraiment arrivé comme un fax, en fait, dans un espace que j'ai pu m'offrir, et à un moment à peu près assez inattendu. C'était un soir de Noël, donc en général, Noël, il y a une certaine effervescence, une forme d'agitation, etc. Et j'ai ressenti l'envie à un moment donné de m'extraire un petit peu de cette agitation du monde, et j'ai eu envie de mettre dans une pièce à part, et puis j'ai allumé quelques bougies et j'ai réfléchi à ce que Noël représentait pour moi, le fait de se réunir avec plein de gens que je vois pas souvent, de la famille, etc., et de la symbolique et de ce que j'avais envie de remercier de l'année qui est en train de se terminer. Et j'ai pris un petit temps de méditation, et vraiment, alors que je l'attendais pas du tout, comme un fax, cette idée de ballerina yoga m'est venue. Et donc, je pense que si j'avais pas créé cet espace, jamais j'aurais eu cette idée, en tout cas, de manière aussi claire. Vraiment. C'était un beau cadeau. Un fax. C'était un très beau cadeau de Noël, Noël 2016. Donc c'est un cadeau que tu honores depuis cette période-là. C'est ça. Noël 2016, ça fait 8 ans. 8 ans d'ailleurs, oui, j'ai dit 7 ans tout à l'heure, mais ça fait déjà 8 ans. 8 ans, c'est un beau chiffre. C'est un beau chiffre. C'est un beau chiffre. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes le 20 juin. Oui. C'est le jour du solstice d'été. Oui, ça y est. Alors, quels sont les vœux que tu as envie de lancer dans l'univers pour le solstice d'été? Rayonner de notre singularité. Rayonner comme les rayons du soleil, exprimer, s'autoriser vraiment à partir de notre plexus solaire, s'autoriser à dire ce qui est important pour nous, à aller davantage vers ce qui nous tente en fait, sans culpabiliser, sans se conformer. Encore une fois, c'est un chemin. Je ne dis pas que c'est chose facile, mais c'est pas parce que c'est pas facile que c'est impossible. J'adore. Super. Alors, où est-ce qu'on peut essayer le ballerina yoga avec toi, Lola? Alors, je donne plusieurs masterclass
par an. J'enseigne au studio Cambronne à Paris, au 15e, donc cette discipline, sous forme de masterclass, donc qui sont des stages intensifs de 2 heures avec justement la partie cours et la partie atelier chorégraphique. Et on peut retrouver les dates, les informations sur mon site internet carolmelosi.com. Ok, super. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, Carole Lola Melosi sur Facebook ou ma fanpage Ballerina Yoga, ou alors sur Instagram également Ballerina Yoga. Ballerina comme une ballerine avec un A à la fin et yoga, comme ma pratique. Et on peut aussi retrouver les retraites que tu organises. Tout à fait, oui, les retraites sont en ligne sur mon site. On fait 3 par an, à Ibiza chaque mois d'octobre, à Goa en Inde en février et à Bali en avril. Les meilleures périodes pour ces 3 destinations. Voilà, exactement. Et que des endroits magnifiques. Oui, bien sûr, qui nous permettent d'accueillir la beauté en nous et autour de nous. Mais écoute, je te propose qu'on s'arrête sur ça. Merci beaucoup, Joie, Lola. merci à toi, Caroline. Je te souhaite de rayonner pour le reste de l'année. Un joli souhait, je prends. Merci infiniment de m'avoir invitée. Merci. Au revoir. Accueillir la beauté en nous et autour de nous. Mais écoute, je te propose qu'on s'arrête sur ça. Merci beaucoup, Joie, Lola. merci à toi, Caroline. Je te souhaite de rayonner pour le reste de l'année. Un joli souhait, je prends. Merci infiniment de m'avoir invitée. Merci. Au revoir. Retrouvez tous les épisodes des États du corps sur toutes les plateformes de diffusion de podcasts. Et je vous invite à me suivre sur Instagram. Tous les liens sont dans la description de cet épisode.